Salut Ok. Audrey, comment tu vas? Bah ça va et toi? Ça va, je te remercie, ça fait plaisir de pouvoir te poser des questions. Ce que je voulais dire, donc moi je t'ai découvert avec ta chaîne YouTube, donc qui s'appelle Paris Gina Diète. À la base, je croyais d'ailleurs que tu t'appelais Patrigina en fait, et je me disais c'est un peu bizarre comme prénom, un mélange de Patrick, un peu spécial. Non, Parigina. En fait, tout simplement, ça signifie, c'est un pseudo que j'utilise depuis longtemps sur Internet, et D'accord. ça signifie parisienne en italien. Voilà. Ah C'est d'accord, tout. ok, ok, il faut le savoir. Le Faut le truc, savoir. voilà. Ça n'a rien à voir avec ma chaîne, mais bon, Ouais, c'est ok. un pseudo qui me suit depuis Ouais, c'est quelques temps. perso, ok, ça Voilà. marche, je comprends bien. Du coup, déjà, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui connaîtraient pas ta chaîne et qui te connaîtraient pas du coup personnellement. D'accord. Alors, je suis initialement diététicienne. D'accord. Donc, j'ai suivi un cursus de diététicienne et donc largement influencée. Et j'ai dû, par la suite, en réactivant un solide libre arbitre, puisque ça, c'est une de mes, voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours dans ma vie et ce depuis très longtemps. J'ai dû désapprendre pour réapprendre, puisque je me suis penchée de plus en plus vers la naturopathie. Alors, en autodidacte dans un premier temps. Ok. Et puis, peu à peu, j'ai commencé à me former par le biais de l'école Sénato, que peut-être que tu connais. Ce sont des écoles de naturopathie qui sont reconnues par la FENAMAN. Et puis aussi par le biais d'un institut qui s'appelle l'IFN Québec, Ok, d'accord. donc à distance essentiellement. Voilà. Et je continue de prendre des modules de naturopathie dans ces diverses écoles en France, mais j'essaye en fait de vraiment de me documenter pour avoir un enseignement le plus riche possible et qui ne soit pas trop influencé. Je n'aime pas être enfermée dans des carcans qui font que parfois tu peux ne pas, enfin, passer à côté d'informations essentielles. Ouais, ouais, Donc voilà, donc aujourd'hui, je me définis, on va dire, comme, oui, diététicienne, je ne renie pas le cursus que j'ai eu, mais j'ai dû vraiment remettre en cause beaucoup de choses de ce cursus pour verser vers la nature. ouais, je comprends. Ouais, j'imagine. C'est sûr que c'est vrai que la formation que tu as eue de base, je pense, scolaire, c'est vrai que ça, c'est des. Enfin, après, je connais pas trop, mais j'imagine que c'est quand même versé sur des études qui n'ont pas été remises au goût du jour et qui sont pas assez ouvertes d'esprit, enfin les lobbies et compagnie. Exactement. On en parlera peut-être Exactement. un petit peu. Voilà, disons qu'il faut en prendre et en laisser. Toute la partie physiologie humaine, etc., ce sont des choses qui sont immuables, donc qui n'ont pas à être mises en cause. Mais tout ce qui est du domaine de comment combler les besoins, là, par contre, il y a beaucoup à dire sur le sujet. Ouais, Puisque, bon, évidemment, par exemple, tu vois, j'ai appris... il nous faut 3 à 4 produits laitiers par jour. Tu connais mon aversion pour le lait, donc voilà. Et ça, toutes ces choses-là, je les ai remises en cause forcément. Et en fait, Ah, durant les 10 années d'expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui tenaient pas la route en fait. Ça tenait pas là, ça collait pas. ok, ça a sauté un petit peu, mais normalement, il n'y a pas de souci, hein. On a entendu le D'accord. son, donc pas de problème. Donc, du coup, diététicienne et naturopathe. Donc voilà. Alors, on va dire que ça, c'est ce qui définit mes activités professionnelles. Après, c'est pas ce qui me définit, puisque j'estime que ce qu'on fait n'est pas représentatif forcément de tout ce que l'on est dans la vie, mais Ouais, une façon de me présenter. et du coup, ça fait combien de temps que tu fais les deux, enfin que tu mets ça en pratique avec les clients? La diététique pure, ça fait maintenant 10 ans, plus de 10 ans. D'accord. Et la naturopathie, je l'utilise vraiment depuis 4 ans, vraiment. Et ça fait déjà 5-6 ans, oui, que je suis vraiment à fond là-dedans, à me documenter toutes les manières Ouais, possibles puis j'imagine imaginables. qu'il y a toujours à chercher, il y a toujours à creuser, il y a toujours des choses à Il y apprendre. a toujours, et voilà, c'est ça, tu vois, ça c'est fondamental, c'est que tu as toujours à apprendre, et faut toujours rester humble. C'est ce que je reproche, on va dire, au formatage ambiant, par exemple, je suis obligée de le dire, mais beaucoup sont enfermés dans des formatages. Et quand tu es formaté d'une certaine manière et que tu fais des études longues, notamment les médecins, etc., ça a tendance à enfermer un petit peu. Ouais. Hein, je remets pas ça en cause du tout, mais par contre, il est vrai qu'il faut toujours rester humble et se dire qu'on n'a pas de vérité absolue. Voilà, il faut s'adapter aussi au cas par cas. Moi, je fais jamais, par exemple, tu vois, dans mon travail, je fais jamais 2 fois le même plan alimentaire. Jamais. Ouais. Je m'adapte à la personne, donc à son mode de vie, à ses goûts,
mais je m'adapte aussi à ce qu'elle va me dire, tu vois, parce qu'il y a aussi toute la dimension psychologique. Il faut prendre en fait le corps dans son ensemble. Et la naturopathie, c'est ça, c'est une approche globale de l'être. Ouais, il y a pas, tu scindes pas l'être en plusieurs morceaux. C'est la psychologie et la physiologie, et tout ça, ça forme un ensemble, quoi. Ouais, on peut pas dissocier les choses. Mais ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors du coup, j'avais noté quelques questions à te poser, parce que donc, comme je te disais, j'avais découvert ta chaîne donc vis-à-vis des vidéos de nutrition. Donc bien sûr, tu fais pas que ça, tu fais aussi de la beauté. Mais je me suis quand même concentré sur la nutrition. Beaucoup moins, mais elle date ces vidéos-là, mais date un peu. Et donc c'est vrai quand même, je trouvais qu'il y avait du contenu qui était très intéressant, et c'est pour ça que je voulais te poser des questions un peu plus spécifiques. Surtout vis-à-vis de la naturopathie, c'est vrai que c'est un domaine qui est amené à évoluer, et du coup c'est intéressant de faire le lien vraiment avec l'alimentation. C'est quelque chose qui est intéressant. Du coup, alors vis-à-vis de la première question que j'avais à te poser, en fait c'est ton avis sur les prises de masse et les sèches. Je pense que tu as déjà dû en entendre parler. Bon, bien sûr, c'est dans le domaine de la musculation, mais voilà, ça reste quelque chose qui est fait un petit peu, même en dehors, je pense, de la musculation. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses en fait au niveau de l'énergie, au niveau de la fatigue, au niveau des dangers éventuels qu'on peut avoir, la digestion, vraiment un avis global sur ça. Sachant que moi, personnellement, je suis pas très positif à ça, mais du coup, je te laisse t'exprimer là-dessus. Bah, je partage ton avis parce que si tu veux, par exemple, dans mon travail, j'ai des demandes assez aberrantes à ce niveau-là, des objectifs qui sont complètement antiphysiologiques. D'accord. Tu vois, par exemple, des hommes qui me sollicitent pour, voilà, moi je veux devenir cet homme-là avec une masse musculaire énorme, au détriment de sa nature intrinsèque, parce que tu peux pas aller contre ta nature. Il y a un moment donné, il faut rester logique et pragmatique, quoi. Moi, je réponds pas à ce genre de demande. Je pars toujours du principe déjà où il faut respecter son organisme. Quelqu'un qui va par exemple surconsommer de la protéine dans le but, en plus c'est complètement absurde parce que, encore une fois, ça répond à un équilibre. Si tu veux prendre en masse musculaire, tu dois faire attention au préalable à tous tes apports. C'est pas seulement en consommant des protéines. Il y a des gens qui pensent, il y a beaucoup de sportifs qui pensent que en augmentant son apport en protéines, on va sécher à fond, on va prendre en masse musculaire, mais c'est complètement antiphysiologique. Moi, je dis toujours qu'il faut respecter donc les besoins fondamentaux de l'organisme. Évidemment, si tu augmentes ton activité sportive, tu vas augmenter tes apports et tu vas, avec la micronutrition notamment, tu vas faire attention à avoir un apport au niveau des protéines qui soit adapté. Protéines, lipides, tout va ensemble. Ouais. Mais il ne faut jamais négliger l'un au détriment de l'autre, etc. Enfin, il faut rester dans une logique en fait. C'est hyper important. Et évidemment, je vais pas m'adresser de la même façon à quelqu'un qui va faire un sport d'endurance ou qui va faire un sport avec intensité très élevée. Il faut pas oublier aussi que le sport à haute dose, ça engendre un stress oxydatif. Ouais, c'est vrai, bien sûr. On va pas rentrer dans les détails. Je veux pas que ce soit rébarbatif au niveau scientifique, mais c'est très important de comprendre que il y a une certaine, dans les sports à haute dose, j'entends. Il y a une certaine façon, on maltraite un petit peu l'organisme, si tu veux. Donc évidemment, il faut adapter les apports alimentaires aussi en fonction de cette réalité-là. C'est hyper important. Mais par contre, toujours, oui, les prises de masse, tout dépend de comment tu vas le gérer. Quand je vois certaines personnes ou en salle de muscu qui se bourrent de compléments alimentaires, on va pas en venir là-dedans, mais c'est complètement antiphysiologique. Il faut déjà rester aux fondamentaux. C'est OK, si tu augmentes ton activité sportive, tu vas agir en conséquence au niveau alimentaire. Mais je reste persuadée, et pour l'avoir vu durant mon expérience professionnelle, que tu n'as pas besoin, si ton alimentation est adaptée, tu n'as pas besoin de te supplémenter. Voilà. Ça, c'est une réalité. Mais il faut adapter l'alimentation. Ça, et c'est pas facile quand on ne connaît pas. C'est clair que c'est pas facile, et c'est pour ça que c'est mieux de se faire aider d'un professionnel pour vraiment avoir des apports en fonction de ton activité physique, en fonction de ton mode de vie, en fonction de tes goûts aussi. Parce que ne pas oublier la notion de plaisir. Ouais, parce que ça, c'est fondamental aussi. Quelqu'un qui va se mettre dans une diète drastique en enlevant toute la notion de plaisir de son alimentation, c'est voué à l'échec à terme. Ça tient pas sur le long terme. Ouais, c'est vrai. Donc c'est trouver un équilibre. Trouver un équilibre entre le sport, l'alimentation et toujours rester respectueux de ses besoins fondamentaux. Quoi. Ouais. C'est voilà. Complètement. Mais je suis d'accord avec toi dans ce que tu dis, dans le sens où je pense que les lobbies jouent aussi là-dessus, mais il y a vraiment un blocage en fait sur les protéines. On s'imagine qu'il y a que ça en fait d'important.
Mais Oui, c'est vrai que, en fait, tu le sais forcément, mais du coup, les macros, ça représente 98%, et les micronutriments, c'est 2%. Et du coup, ces deux Oui, petits pourcents sont aussi importants au final que les 98, et ça, la majeure partie des gens se concentrent pas dessus, en fait. La majeure partie des gens qui c'est font de la absurde. musculation, C'est etc. totalement absurde. Mais C'est, c'est ça. Et que tu l'as très bien souligné, il y a aussi l'effet du consumérisme. C'est ça, il ne faut pas oublier aussi que voilà, l'intérêt de ces boutiques-là, c'est de te vendre du rêve, voilà, c'est clairement. ça. Donc voilà, prends ça et tu vas avoir des muscles de dingue. Parce que c'est ça. Et il faut prendre tout en considération. C'est pareil, si tu apportes trop de protéines, que tu négliges les glucides, parce que le muscle à la base se nourrit d'hydrates de carbone. Bien sûr. Le muscle commence par se nourrir d'hydrates de carbone. La protéine, elle rentre en ligne de compte pour la réparation du muscle et des fibres musculaires. Donc, il y a vraiment, il faut vraiment que les gens se réactivent leur liberté. Je le dis tout le temps, mais c'est vraiment fondamental en fait. Et c'est un tout à prendre en compte. C'est vraiment un tout. Aller plus loin que juste les protéines, quoi. Ça fait partie, mais il n'y a pas que ça complètement de. Non, et l'alimentation globale, quel que soit de toute façon ton mode de vie, l'alimentation globale correspond à un équilibre. Ouais. Voilà. Après, évidemment, tu doses. En fait, ce qui est important quand tu fais une activité sportive, c'est que oui, il est vrai qu'il y a une importance dans la répartition. Ouais. Tu peux, par exemple, quelqu'un qui va faire un sport à haut niveau, c'est intéressant après l'effort qu'il consomme des protéines, mais avec des glucides à côté. Tu vois, Oui, par exemple, si tu prends quelque chose à base de protéines et qu'il n'y a pas de glucides à côté, c'est nul. Tu vois, il faut. Tu vois, il y a toujours cet équilibre à respecter, mais encore une fois, c'est au cas par cas. Tu vois, je peux pas te dire. C'est vraiment quelqu'un qui fait un sport d'endurance aussi, tu vas pas répartir les apports de la même façon. Oui. Par contre, il y a une règle immuable qui change pas, c'est respecter l'équilibre. Ouais. Ça, c'est fondamental. Et du coup, donc tu m'as pas dit, mais vis-à-vis des sèches, ton avis, enfin, tu vois, perdre du poids, est-ce que tu penses que c'est pertinent? J'imagine que tu défends le long terme. J'imagine que tu es quand même contre la sèche drastique qu'on voit. Oh là là. Voilà, c'est clair. Bah, tu sais, j'ai des demandes aussi dans ce sens. Hein. J'ai des gens quand même qui viennent me voir et qui me disent voilà, c'est soit la femme qui va se marier dans 2 mois et qui veut perdre 10 kilos en 2 mois parce que c'est impératif, elle doit rentrer dans sa robe de mariée, soit le sportif justement qui a un objectif, puis c'est tout de suite maintenant. Il faut déjà que les gens comprennent un truc, c'est qu'on n'obtient jamais de résultats sur le long terme quand on entre en lutte avec soi-même. Et dès l'instant où tu rentres dans une logique de je veux perdre à tout prix vite, c'est anti-physiologique. Ouais. C'est pas physiologique. Ouais, donc tu vas maltraiter ton organisme, mais il n'y a pas que l'organisme aussi que tu maltraites, il y a là-dedans. Ouais, c'est ça aussi. Et ça, c'est extrêmement. Et quelqu'un qui va se mettre à faire une diète drastique, ça, sur le long terme, ça ne tient jamais. Jamais. Alors je sais, bien sûr, ça serait plus agréable de céder à la facilité, de se dire c'est bon, dans 15 jours j'ai un corps de rêve ou dans un mois j'ai un corps de rêve. C'est pas la réalité. La réalité sur le long terme, moi, je peux accéder à ce genre de demande. Hein. Je peux faire tout à fait un plan alimentaire adapté. Ok, tu vas perdre tant de kilos, etc. Par contre, à l'issue de cette perte de poids, tu vas tout reprendre, tu vas être fatigué, tu vas être en mauvaise santé et bon courage pour la suite. Quoi. Donc moi, je refuse en fait de faire ça. Tu vois. Ça m'intéresse pas de travailler. Alors, certes, j'ai sans doute moins de personnes, mais au moins je respecte mon éthique. Quoi. Donc, faut vraiment que les gens se mettent ça en tête, c'est que on joue pas avec son corps. Ou alors, on s'apprête à payer les conséquences. Parce qu'on les paye toujours, les conséquences, quand on maltraite son corps. Le corps s'en rappelle, et puis au bout d'un moment, ça retombe. Quoi. Bien sûr. Ah oui, non, mais c'est sûr. Alors c'est sûr, quand on a 20 ans, on n'a pas cette notion-là. Ouais. À 30 ans, on commence à s'apercevoir que le corps n'a pas des facultés de récupération indéfinies. Tu vois. Et puis après, à 40 ans, on commence à payer l'addition de ce qu'on a fait à 20, et ainsi de suite. Ouais, donc autant commencer tout de suite de la bonne façon. Et puis j'imagine aussi que, de toute façon, plus on est jeune et plus on veut les choses facilement, rapidement. Et après, avec la sagesse, on apprend à prendre plus de temps. Mais tout ce qui est pérenne sur le long terme, tout ce qui est pérenne, de toute façon, ça s'acquiert justement avec le temps et la patience. Ouais, c'est vrai. Et ouais. Du coup, j'avais une deuxième question à te poser. C'est savoir si tu connais des remèdes simples en fait et naturels. Donc là, je pense à la naturopathie qui existe pour récupérer d'une séance de sport. Donc vis-à-vis des courbatures, des crampes, vraiment au niveau récupération. Si on peut s'éloigner de tout ce qui est chimique, tout ce qui est vendu dans le commerce, on va dire. Mais on doit s'éloigner de tout ce qui est chimique. C'était sous-entendu. Si tu veux, en naturopathie, on s'occupe toujours de traiter le terrain.
C'est-à-dire que avant même de penser à se supplémenter ou prendre des compléments alimentaires quels qu'ils soient, on va déjà regarder au niveau de l'alimentation si tout est fait de la bonne manière. D'accord. Notamment, si par exemple tu veux une supplémentation, mais que par ailleurs tu as une alimentation qui est très riche, très toxique et très acidifiante, c'est un petit peu, c'est absurde en fait. Il faut commencer déjà par regarder par là comment est ton alimentation. Est-ce que, alors je vais te citer un exemple tout bête, mais moi j'ai une alimentation qui est quand même, je vais pas dire parfaite, mais qui est pas du tout acidifiante. Je fais beaucoup de sport, j'ai jamais de problème de courbature, de crampes. Jamais. Je fais aussi beaucoup de yoga. Je n'en ai jamais. Après, si, ça peut m'arriver, si par exemple je fais des grosses randonnées toute une journée, à la fin de la journée, oui, j'ai peut-être sollicité des muscles qui n'ont pas l'habitude d'être sollicités. Bon, mais c'est très très rare en fait. Mais quelqu'un qui va être très sujet aux courbatures, aux crampes, etc., faut déjà comprendre en amont ce qui se passe, pourquoi il est aussi sujet à ça. Ouais. Et notamment, quand tu fais une activité sportive, qu'elle soit intense ou modérée, il y a une production massive de radicaux libres. Donc, pour contrer ça, il va falloir évidemment des antioxydants. Alors, ça passe par l'alimentation, en premier lieu, donc énormément de fruits et de légumes. Les oléagineux aussi, les oléagineux, j'adore, c'est des mines d'or en termes de nutriments. Par contre, attention, c'est quand même assez riche en lipides, donc faut y aller mollo. Hein. Mais ce sont des choses qui sont essentielles et donc qui contrent les radicaux libres. Mais si tu commences pas déjà par là, par une alimentation adaptée, c'est un petit peu absurde. Après, évidemment, il y a des choses en naturo on peut supplémenter. Par exemple, je vais te donner un exemple tout bête, mais pour tout ce qui est problème de courbature, il y a une huile essentielle que j'aime beaucoup, c'est l'huile essentielle de Golteri, qui est vraiment agréable à appliquer, qu'on dilue dans une huile végétale, on l'applique sur les muscles et ça fait un bien fou. C'est un petit peu similaire en termes de sensation au baume du tigre, si tu connais. J'ai jamais essayé, puis bon, en devenant voilà, vegan, c'est des choses qui font du bien, si tu veux, qui vont se faire du bien sur le coup. Mais encore une fois, faut jamais. Si tu veux, ça, c'est des choses que tu vas apporter en supplément, mais il faut aussi traiter le problème de fond. Sinon, ça sert à rien. Après, il y a autre chose qui fait beaucoup de bien. C'est tout simple. Et moi, c'est le truc que j'ai. C'est un indispensable pour moi, c'est le chlorure de magnésium. D'accord. Les courbatures et les crampes notamment. Ouais, tu te prends un bain avec du chlorure de magnésium. Tu mets un sachet de chlorure de magnésium. Et ça fait un bien, ça détend les muscles, voilà. Tu as ça, boire beaucoup d'eau, évidemment. Ouais, bien sûr. Boire beaucoup d'eau pour les crampes, c'est essentiel. Une eau qui va être pauvre en résidus à sec. Les résidus à sec sont notés sur l'étiquette. Il faut toujours choisir une eau qui soit inférieure à 300 mg par litre pour favoriser les fonctions rénales. Voilà, il y a énormément de petites choses. Enrichir évidemment son alimentation en oligo-éléments. C'est très important parce que quand on fait du sport, on se déminéralise beaucoup. Voilà, mais encore une fois, pensez en premier lieu à l'alimentation. Qu'est-ce que j'apporte comme carburant à mon organisme? Et ensuite, si ça suffit pas, oui, on peut éventuellement supplémenter, mais sans jamais négliger la base. Ouais, ça rejoint les protéines, quoi. Au final, c'est le même combat, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc du coup, Audrey, t'en as parlé dans une de tes vidéos. C'est le gluten, en fait, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, on en parle vraiment de plus en plus. Et je voulais avoir ton avis dessus pour les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo où tu en traites. Donc savoir ce que tu en penses, est-ce que c'est à éviter pour tout le monde ou est-ce que c'est du cas par cas vis-à-vis du gluten? Voilà, alors concernant le gluten, il y a quelque chose de fondamental, c'est justement, il faut essayer je pense, de toujours respecter... faut trouver le juste milieu en fait entre plaisir et équilibre, c'est toujours la même chose. Le truc, c'est que le gluten, alors évidemment, il va être préjudiciable pour certaines personnes qui vont sentir vraiment des effets néfastes après la consommation de gluten. Évidemment, pour ces gens-là, il faut l'éviter autant que faire se peut. Si tu sens qu'après avoir consommé du gluten, ton organisme te fait comprendre par certains signaux, notamment digestifs, intestinaux, etc., que c'est pas quelque chose que tu tolères bien, là, il est sûr qu'il faut vraiment pas le bannir, mais au moins faire très attention à sa consommation. C'est une question de bon sens. Maintenant, au même titre que je dis toujours, par exemple pour le lait de vache, c'est pas parce que vous n'avez pas de symptômes que c'est bon pour vous. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah bah moi, le lait de vache, ça me fait rien, donc c'est bon pour moi ». Mais il y a plein de fumeurs qui fument pendant 40 ans, qui n'ont rien, et c'est pas pour ça que, tu vois, c'est un principe aussi fondamental à prendre en compte. Pour le gluten, ça va être un petit peu pareil. C'est pas parce que t'as pas de symptômes que c'est bon pour toi. Et c'est pour ça que dans cette mesure,
faut pas aller dans les extrêmes. Bannir le gluten, non. Si tu n'en as pas besoin, si t'as pas une maladie cœliaque ou si t'es pas intolérant au gluten avéré, non, t'as pas besoin de le bannir. Par contre, faire attention à sa consommation de gluten, et ça me semble indispensable. Aujourd'hui, tu m'aurais posé la question il y a 50 ans, je t'ai pas née déjà, mais tu m'aurais posé cette question-là, je t'aurais dit non, parce que le gluten d'il y a 50 ans n'était pas délétère. C'est le gluten d'aujourd'hui qui est devenu préjudiciable pour l'organisme. Celui d'il y a 50 ans posait pas de problème. Et c'est par manipulation génétique, on en a fait quelque chose qui est devenu une colle, je vais synthétiser, c'est un aspect de colle qui se colle sur les parois intestinales, qui empêche l'assimilation de beaucoup de nutriments, qui va provoquer des réactions inflammatoires, et c'est ça qui est préjudiciable. Par contre, si tu me dis, moi je consomme du pain qui est fait avec du blé ancien, et ça se fait encore, et notamment de plus en plus, les boulangeries bio, alors il n'y en a pas partout, mais il y a des petits boulangers qui travaillent encore avec des blés anciens, là, la donne change considérablement. Maintenant, c'est pas du tout la majorité des cas. La plupart du gluten que tu trouves, ce sont des choses qui sont, c'est du gluten moderne et qui est pas bon. Et il faut faire extrêmement attention avec le gluten parce qu'on en trouve partout. On en trouve vraiment partout, y compris, alors, surtout dans les plats préparés. Ils s'en servent comme liant en fait, dans tous les plats préparés, etc. Donc ça, il faut être vigilant là-dessus. D'une manière générale, revenir toujours aux fondamentaux et de consommer les aliments frais, naturels, pas transformés. Mais ça, c'est une question de bon sens aussi. Et faire ces préparations soi-même. Donc le gluten, pour te répondre, pour synthétiser, limiter si on n'a pas de signe d'intolérance. Tu vois, moi par exemple, je le tolère moyennement, c'est-à-dire que je vais avoir des reflux gastriques conséquents si je mange trop de gluten, mais je le fais de temps en temps, c'est-à-dire si j'ai envie de me faire une pizza de temps en temps avec des copains, eh bien je vais le faire. C'est pas voilà, je sais que j'ai des petites répercussions après, mais une fois de temps en temps, c'est pas grave. Je me suis fait plaisir, j'ai été conviviale, et il y a ça aussi qui est fondamental, c'est la notion de plaisir aussi, parce que sinon tu vis plus. Voilà. Ouais, c'est vrai. Tu vis. Ouais, il faut trouver le juste milieu. Surtout que donc t'en parlais vraiment au début quand t'as répondu à la question, mais faut bien différencier les personnes qui sont intolérantes et les personnes qui sont allergiques. Je pense. C'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. Ah, complètement. Et faut pas oublier aussi que être à l'écoute de son corps, ça reste la chose majeure, parce que tu vois comment tu réagis. Tu vois, par exemple, il y a aussi des personnes, il y a aussi des symptômes qui sont très insidieux, comme la fatigue. Il y a des gens qui vont manger, par exemple, un plat de pâtes et après ils vont se sentir crevés toute l'après-midi. Et ça, c'est des petites choses, il faut être à l'écoute de ça, parce que c'est des signes aussi que c'est pas très bon, pas très adapté à ton organisme. Il n'y a pas que les manifestations digestives. Donc, être à l'écoute du corps, déjà, c'est la première chose. Moi, ce que je conseille, tu vois, pour voir un petit peu les bénéfices d'une alimentation, par exemple, sans gluten, aux gens, c'est de tester, justement, 3 semaines. Alors, 3 semaines, c'est le minimum. Pour voir les bénéfices, il faut faire au moins 3 semaines d'une alimentation sans gluten, pour voir un petit peu comment tu te sens après. Et si tu vois qu'il y a vraiment un regain d'énergie ou des choses, vraiment tu sens qu'il y a une amélioration palpable sur certaines, même éventuellement sur des pathologies chroniques ou des choses comme ça, là, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à changer dans l'alimentation. Mais si à la base t'as rien, si à la base t'es en forme, si ton alimentation te convient même avec du gluten, tu le limites mais tu le bannis pas, ça sert à rien. C'est clair. Ouais, voilà. Faut pas rester faut pas aller dans les extrêmes, quoi. Comme tu disais, la notion de plaisir. Ouais, carrément. Alors du coup, ma quatrième question, pardon, c'était quels seraient les 3 conseils simples que tu pourrais donner à un sportif végétalien qui souhaiterait perdre du poids. Donc vraiment des conseils assez simples, assez pratiques, assez faciles à mettre en place. Alors, que ce soit pour un végétalien, un végétarien ou qui que ce soit, je donnerais les mêmes conseils d'ordre global, parce que, comme je te le disais, moi, je travaille vraiment au cas par cas. Donc, je vais toujours au fond des choses et je prends tout en considération, l'aspect physiologique, psychologique, le mode de vie, etc. Mais d'une manière générale, ça, ce sont des conseils qui sont applicables à tous. Déjà, d'une part, premièrement, être à l'écoute du corps. Toujours. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui, rien que, je vais te donner un exemple tout bête, mais juste en changeant la façon de manger, c'est-à-dire manger lentement, en mastiquant bien les aliments, déjà, il y en a qui perdent du poids juste comme ça. D'accord. Et je le vois, mais je t'assure, dans mon boulot, c'est hyper révélateur. Parce qu'il y a ça aussi qu'on ne prend pas en considération. Si
Si tu manges une alimentation parfaitement adaptée, etc., hyper équilibrée, mais que tu manges trop vite, que tu mastiques pas bien, t'assimiles pas, et c'est comme si, c'est la base en fait. Il faut bien mastiquer et manger en pleine conscience. Ça rejoint un petit peu ta dernière question, mais c'est vraiment déjà des choses de base. Donc manger correctement, minimum en 20 minutes, puisque le message de satiété parvient en moyenne en 20 minutes. Donc si tu manges trop rapidement, tu vas manger trop, tout simplement. Donc prendre son temps, le repas doit être quelque chose vraiment de ouais. On est en accord avec ça. Ah ouais, ça c'est fondamental. Ensuite, évidemment, bien répartir les apports nutritionnels. Alors, c'est toujours pareil, ça va aussi dépendre de ton activité physique. Tu vois, il y a par exemple des personnes pour qui je vais recommander des multiples repas, donc de manger de manière fractionnée, donc à plusieurs moments dans la journée. Il y en a d'autres où je vais leur recommander de faire ce qu'on appelle le fasting, le jeûne intermittent. Parce que ça va leur correspondre, mais ça c'est vraiment au cas par cas, quoi. Ouais. Donc, et en fonction, toujours en prenant tout en considération. Et puis, ouais, ce que je pourrais conseiller aussi en dernière intention. Éviter tout ce qui est préparé, tout ça, non, ouais, tout ce qui est... Ah ouais, ça c'est fondamental, c'est la base. Évidemment, alimentation physiologique, déjà ça c'est la base. Donc tout ce qui est plat préparé, tu l'évites. T'appelles alimentation physiologique, du coup, pour les personnes qui... Tel que la nature les a prévus pour toi. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que tu vas manger une alimentation... Alors, on peut en parler, mais sans parler du bio, mais ça serait quand même pas mal d'en parler. Mais le truc, c'est qu'il faut choisir des aliments que la nature a prévus pour toi, et c'est pas... des plats findus tout préparés avec plein de choses délétères, des additifs, des conservateurs. Déjà, ça c'est la base. Éviter tout ce qui est additif, conservateur, plat préparé, le sel qui va être ajouté en quantité énorme, le sucre, parce que y compris dans le sucre raffiné notamment, c'est une horreur. C'est une horreur, ça dérègle tout le système, c'est une horreur, le sucre raffiné. Donc oui, il faut se remettre un peu à la cuisine pour ceux qui cuisinent pas, mais c'est très simple. C'est franchement très simple, c'est une nouvelle façon de s'alimenter, c'est quelque chose de simple à faire, mais ça requiert un petit peu de temps, oui, mais c'est pas le bout du monde, quoi. Mais revenir aux fondamentaux d'une manière générale. Et pour parler juste la parenthèse sur le bio, parce que ça me paraît important, non, le risque zéro n'existe pas. Bien sûr qu'il y a, tu ne peux pas avoir du 100% bio, il y a d'ailleurs une marge d'erreur qui est tolérée dans les labels bio, mais encore une fois, en étant à l'écoute de son corps, on se rend compte des bénéfices qui sont palpables avec le bio. C'est quand tu commences à te mettre à une alimentation biologique, déjà, tu retrouves le goût des aliments, parce que ça, c'est... tu manges une pomme bio et une pomme non bio, déjà, il y a une sacrée différence. Et puis, il ne faut pas oublier que tout ce qui n'est pas bio aussi perd en vitamines et minéraux à cause des pesticides. Donc, en gros... Moi, j'ai toujours... Tu vois, par exemple, je prends l'exemple de la pomme parce que c'est celui qui me vient en premier, qui va être traité. On retrouve des pesticides de la peau jusqu'au pépin. D'accord. À la limite, je préfère... Et sans parler du fait que, du coup, il y a une grosse partie des vitamines qui est annihilée à cause de la présence des pesticides. Donc, à la limite, je préfère quelqu'un qui mange pas de pomme qu'une pomme pas bio, quoi. Et je prends l'exemple de la pomme parce que c'est un des fruits qui engrange le plus de pesticides. Après, tu as des choses où tu peux faire l'impasse. Bien sûr que le bio est moins accessible en termes de coût, mais ça, c'est vrai, c'est une réalité. Et encore, en cherchant, on peut aussi trouver des petits producteurs bio. Voilà. Ça arrive. Ouais, ça, mais le couloir. Quand c'est de saison, déjà, il y a une différence, quoi. Bien sûr. Mais par exemple, en ville, dans les grandes villes, à Paris, le bio, c'est très cher. Oui, c'est très très cher. Bien sûr. Mais si tu habites à la campagne, moi j'ai ma petite productrice bio qui est à 5 km, là, je paye, du coup, je suis en direct, il n'y a pas d'intermédiaire, et je paye mes fruits et légumes bio moins cher que le non bio de supermarché. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà. Après, c'est en fonction aussi de là où on habite et comment on peut faire. Mais ça, c'est très important et tu vois, ça, ce sont des bases fondamentales, quel que soit ton régime alimentaire, qu'il faut essayer d'appliquer. Et alors, pour un végétalien en particulier, évidemment, il faut faire attention aux apports. Alors, végétalien, la seule chose où il faut vraiment faire attention, parce que je l'ai vu de mes propres yeux par mon expérience, c'est la carence en B12. Parce que ça, c'est pas un mythe, par contre. Oui, bien sûr. C'est pas un mythe.
La B12, il faut faire attention. Et ça, par contre, je recommande une supplémentation pour éventuellement contrer les... Mais pour le reste, si tu as une alimentation équilibrée et adaptée, il n'y a pas de souci. Tu peux être végétalien sans problème. Juste attention à la B12, c'est tout. Ouais, d'accord, ouais. Mais pour rebondir vite fait sur ce que tu disais, c'est vrai que j'ai le sentiment personnellement que le bio, c'est en train de devenir vraiment une marque, en fait, entre guillemets. Et du coup, il y a des industriels qui vraiment en jouent. Le greenwashing, je sais pas si tu as déjà entendu. Ah oui, oui, c'est tout à fait ça. Ça devient un peu vraiment, pas du n'importe quoi, mais faut faire attention quand même. Le bio, ça peut être aussi une liste d'ingrédients très longue et pas forcément bonne. Il y a des gens qui se font piéger. Et du coup, je pense qu'il faut quand même garder du recul vis-à-vis de ce qu'on achète en termes de... Parce que une pizza bio, ça reste une pizza et tu vois ce que je veux dire, quoi. Exactement, exactement. C'est tout à fait ça. Le bio, tu peux manger bio et manger mal. Oui, voilà. Voilà, déséquilibré, bien sûr. Ça, ce sont deux choses différentes et tu fais très bien de le souligner. C'est qu'il y a vraiment... il faut comprendre que déjà, le bio de supermarché et le bio de ton Biocop, c'est pas le même. Ouais, déjà, ça faut bien comprendre ça aussi. Un bio qui va pousser des légumes bio qui vont pousser en Espagne et qui voient pas la terre, parce que c'est comme ça que ça se fait. Par exemple, les tomates espagnoles que tu trouves en supermarché, la plupart elles viennent d'Espagne, elles voient même pas la terre. Elles savent être cultivées en haut dans du coton, enfin c'est n'importe quoi. C'est des choses. Donc le bio de supermarché, oui, comme tu le dis, c'est du business. C'est du business et ils font des marges en plus affreuses. Enfin c'est scandaleux. Ouais. C'est scandaleux. Donc évidemment, il faut favoriser, par contre, Biocop, etc. Il y a une éthique derrière qui favorise la production locale. Il y a toute une éthique derrière ces magasins. Pas tous, mais Biocop, pour avoir travaillé au sein d'un Biocop, je sais que c'est le cas. D'accord. Il y a vraiment une éthique derrière. Okay, ouais. Donc là, on peut y aller les yeux fermés. Ça ne veut pas dire que c'est pas cher, parce que Biocop, c'est très cher en règle générale. Mais au moins, tu sais ce que tu payes. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de... Les supermarchés, il ne faut pas oublier qu'ils en ont, excuse-moi du terme, ils en ont rien à foutre du consommateur. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà. C'est pour ça que on va parler vite fait, pas que ça dure trop longtemps, mais c'est pour ça que il me semble que Carrefour est en train de faire pression, d'après ce que j'ai cru comprendre, au niveau européen, en fait, pour faire baisser la qualité du bio, en fait. Les labels, un petit peu, c'est ce que j'ai cru. Forcément. Mais ça les arrange bien. Ouais, c'est logique. Mais ouais, forcément. C'est pour ça que tu sais, plus ça va aller, vu qu'évidemment il y a l'émergence de l'agriculture biologique et que ça devient, ça rentre de plus en plus dans les mœurs, forcément ça va entraîner une dérive, forcément. Ouais. Donc, moi, tu vois, à terme, la seule chose que j'envisage, c'est d'avoir un potager et comme ça l'histoire sera réglée. Au moins tu sais ce que non, c'est pas accessible. Et moi je sais que c'est un truc que je vais faire. Dès que je peux, parce que franchement, voilà. Donc tu disais, ton but c'est d'avoir ton potager pour être sûr de la qualité de ce que tu manges, quoi. Ah ouais. Ah oui, franchement, oui. Dès que je pourrais le faire, oui, à terme, oui, pour éviter, pour contrer tout ça, parce que oui, les labels seront de moins en moins, à mon avis, fiables. Ouais. Parce que justement les supermarchés s'emparent de ça, donc c'est une logique et c'est la logique du consumérisme, c'est la logique de ce monde qui tourne par rond et moi cette logique pour moi elle est pas acceptable, quoi. Ouais, t'as bien raison, Du coup j'avais une dernière question pour toi. En fait c'est une question qui est plutôt liée au mental, donc au développement personnel. En fait j'ai pu voir que tu voyages de temps en temps et ça je pense que c'est vraiment très important. C'est de prendre du temps pour soi, de se détacher du quotidien et si possible de se dépayser quand on peut pour être plus heureux. Et pour moi c'est quelque chose qui est pas assez pris en compte et pourtant qui rentre en compte en fait vis-à-vis de la santé psychologique. Et du coup je me dis que ça va se répercuter aussi sur la santé physique, on va dire, sur le sport, etc. En fait que c'est lié. Et du coup, je voulais vraiment avoir ton avis là-dessus, sur l'impact de la société moderne, on va dire. Voilà, est-ce que la méditation, pour toi, toutes les choses comme ça peuvent être positives et peuvent influencer indirectement en fait, les performances et le sport, en fait. Est-ce que pour toi, il y a un lien qui peut se faire? Alors, tu as un bout de la réponse ici. Je sais pas si tu le vois. Je vois un porte-livre, non? C'est un cal... Non, c'est un Bouddha. Un Bouddha, d'accord, ok. Ouais. Donc, alors, sans rentrer trop dans les détails, si tu veux, là on a parlé d'alimentation. À mon sens,
l'alimentation physiologique est aussi importante que l'alimentation psychologique. Et quand on parle d'alimentation psychologique, justement, tu y as fait allusion, la méditation est à mon sens une nourriture psychologique. Alors, sans vouloir paraître ésotérique, parce que je sais que les gens qui sont pas là-dedans peuvent avoir des réactions hermétiques par rapport à ce qu'ils connaissent pas, par ignorance. Et c'est pas blâmable, hein. Moi, la première, avant, sans connaître le bouddhisme, parce que la méditation est directement reliée au bouddhisme, j'avais pas des a priori, mais simplement, ça me... Bah voilà, comme je m'étais jamais penchée dessus, j'avais un regard curieux et voilà, j'étais pas sensible à ça. Pour être tout à fait honnête avec toi, la méditation m'a sauvé la vie. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui a été vecteur de libération énorme, puisque bon voilà, j'ai un passé qui fait que. Et si tu veux, c'est extrêmement important de prendre en considération que si on n'est pas relié de tout ce qui est du domaine du mental et arriver à contrôler ses pensées, arriver à être positif, optimiste, ne pas se faire accaparer par les émotions négatives, tout ça, c'est hyper important parce que, en naturo d'ailleurs, on l'évoque aussi, en naturopathie, tu traites aussi tout ce qui est du domaine émotionnel et on se rend compte que les émotions ont un impact direct sur l'organisme. Donc, si tu n'arrives pas déjà à gérer les affres de ton mental, si tu te sens sans cesse dans des choses négatives, dans des schémas négatifs, tu peux pas espérer être bien à tous les niveaux. Alors, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont courir après la possession matérielle, la possession, même au niveau du physique, tu vois. Tiens, je veux être comme ça, quand je serai comme ça, je serai bien. Quand je serai comme ça, je serai bien. Quand j'aurai cette voiture, je serai bien. Quand j'aurai cette maison, je serai bien. Sauf que le problème, c'est que ça t'éloigne de l'essentiel. Et qu'on remet toujours le bonheur à plus tard, tu vois, comme si c'était pas possible de l'avoir maintenant. Sauf que le bonheur, c'est ici et maintenant, et c'est toujours dans l'instant présent, jamais dans le futur. Et avec la méditation, tu apprends en fait à cultiver ces choses en toi qui sont toujours là, mais tu l'as souligné dans ta question, avec les conditionnements. Le conditionnement, que ce soit d'ordre sociétal, mais aussi de l'éducation, cette société qui tourne vraiment pas rond, parce qu'en Occident, ça tourne vraiment pas rond. Et pour avoir voyagé récemment au Sri Lanka, j'ai passé plusieurs semaines au Sri Lanka, j'ai vu des gens qui n'avaient rien, absolument rien matériellement parlant, et qui avaient tout en eux, tu vois. C'est des choses, et ça, c'est des choses, le truc, c'est quand je parle de ça, mais même à mon entourage, les gens sont à 1000 lieues de ça, ne comprennent pas le sens de ces paroles parce qu'ils ont perdu leur capacité intrinsèque à être heureux. Parce que la vérité, c'est qu'on est tous faits pour être heureux. Tous. Tu viens au monde, on n'est pas heureux, c'est parce qu'il y a un moment donné, ça déraille à cause de tout notre environnement et du film qu'on se fait dans la tête aussi. Et la méditation, ça te permet simplement de retourner aux fondamentaux, de te reconnecter à ce qui est vraiment en toi, qui a toujours été là mais que tu vois plus, et de te permettre d'être serein, stable, d'avoir une stabilité intérieure, une sécurité intérieure qui fait que quoi qu'il se passe à l'extérieur, les informations, les guerres, les machins, les trucs, les mauvaises nouvelles, il y a toujours cette stabilité qui est là et qui bouge pas. Ça veut pas dire devenir insensible, parce que on pourrait croire, mais tu deviens insensible. Non, c'est simplement que, je vais te citer un exemple tout bête, moi aujourd'hui je regarde plus les informations. Pourquoi je regarde plus les informations à la télé? Parce que c'est extrêmement vecteur de négatif et que c'est fait pour te plonger dans la peur. C'est fait pour ça. On veut te plonger dans la peur, on veut que t'aies peur en sortant de chez toi, et c'est ce qui fait aussi vendre, tu vois, la culture de la peur. Ça veut pas dire que je m'informe pas, je m'informe par le biais de choses beaucoup plus objectives, beaucoup plus neutres, mais je regarde pas les informations telles qu'elles sont à la télévision. Ça ne sert à rien, et ça sert en plus à alimenter un schéma négatif. Et au même titre qu'il faut bien se nourrir au niveau alimentaire, il faut bien se nourrir avec ce qu'on apporte à notre cerveau. Et ça passe par le fait d'être dans le lâcher-prise, dans l'acceptation de ce qui est, y compris quand ça va pas dans notre sens. Rien n'arrive par hasard. Tout a un but et tout est fait pour contribuer à ton évolution personnelle. S'il n'y avait pas de choses négatives, enfin, qu'on juge négatif, il n'y aurait pas non plus de positif. Tout répond à un équilibre, tu vois. Et oui, j'encourage vraiment les gens qui se trouvent dans un mal-être quel qu'il soit, si je peux faire passer ce message, c'est fondamental, mais c'est vraiment déjà de se responsabiliser. C'est le premier truc à faire.
C'est que si je suis malheureux dans ma vie, je suis responsable de ce malheur. Ouais. Et c'est la première clé. C'est la première clé. Et ensuite, évidemment, les outils qu'on peut mettre en place, c'est oui, se nourrir de la bonne façon avec de la méditation, ne pas avoir peur d'être face à soi-même. Si quelqu'un se met à méditer et te dit non mais moi la méditation c'est pas pour moi, je peux pas, ça veut justement dire qu'il en a besoin. Ouais. Toutes les personnes qui sont inaptes à méditer, c'est parce qu'elles en ont grandement besoin. Et moi au début, c'était un calvaire de méditer, c'était horrible, c'était affreux. Et c'est pourtant comme ça que je me suis libérée. Donc voilà, ça c'est un message que je veux faire passer parce que c'est tellement vecteur de libération. Par contre, on va dire que la seule contrepartie, c'est que forcément, après, tu ressens un petit décalage avec le monde qui t'entoure. Ouais, c'est vrai. Et les gens te comprennent plus. Ils te voient heureux. Quoi qu'il se passe, ils te voient bien heureux et apaisé. Et limite, ça les énerve parce que ça les renvoie à leur inaptitude à ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, il faut juste trouver le juste milieu, quoi. Encore une fois. Non, c'est clair. Il faut s'entourer des bonnes personnes aussi. Ouais, t'as entièrement raison. C'est quelque chose que j'essaie de faire aussi un petit peu. Je pense que c'est un travail de tous les jours, mais attends, déjà, je vais essayer de parler par-dessus ma voix, de me concentrer. Non, c'est vrai que en fait, c'est la difficulté, je pense, de se retrouver seul, la peur de la solitude au début, de se retrouver face à ses pensées. Et d'après ce que j'ai pu voir, c'est pour ça qu'on est constamment sur les réseaux sociaux, qu'on a constamment besoin d'être occupé, parce qu'on a peur de ne pas l'être, en fait. Exactement. Ça, c'est quelque chose Exactement. Vraiment ce besoin d'information incessante, de reconnaissance aussi, parce que les réseaux sociaux servent à ça. Ça comble un besoin, le besoin de reconnaissance sociale. Et c'est vrai que c'est une facilité, parce que c'est plus facile d'avoir une reconnaissance sociale sur Facebook qu'en sortant dans la rue. Ouais. Et c'est, à terme, je pense que c'est un grand danger. Vraiment, à terme. Pour beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes sont carrément accros et addicts aux réseaux sociaux parce que justement ils pensent combler ce truc en eux alors que c'est de l'illusion. C'est vraiment de l'illusion. Ouais. Et il faut vraiment faire attention à tout ça. Facebook, les réseaux sociaux, c'est très bien, mais il faut s'en servir à bon escient. Il faut jamais être dans un mécanisme de je comble, je veux pas voir, je m'hypnotise parce que ça a un effet hypnotisant aussi. Ouais, tu peux rester des heures sur Facebook, des heures à t'hypnotiser, à regarder tout ce qu'il y a, machin, mais il y a rien de constructif et ça t'éloigne toujours un peu plus de toi-même. Ouais, c'est vrai. Et il y a un moment donné, je pense, j'avais lu un article il y a pas très longtemps sur un mec qui a fait carrément une overdose. Il a fait une overdose des réseaux sociaux. Ah ouais. Mais il ne pouvait plus. Ça peut aller très très loin ce type d'addiction. Et en fait, il s'est déconnecté de tous les réseaux sociaux, d'internet, etc. Pendant 6 mois, il a raconté dans un livre en fait son expérience. Alors ça, c'est quand la chose est poussée à son paroxysme, mais c'est pour vraiment dire que il faut faire attention avec tous ces outils-là. Il faut jamais, il faut toujours revenir aussi à se dire, est-ce que je suis capable d'être en paix avec moi? Est-ce que je peux rester à rien faire? La meilleure question à se poser pour savoir où on en est avec soi-même, c'est est-ce que je suis capable de ne rien faire et d'être bien? Voilà. Ouais, et c'est la question à se poser. Vraiment, pour tout le monde, si tu n'es pas bien en étant sans rien faire, ni de sollicitation, aucune sollicitation externe, c'est vraiment qu'il y a quelque chose à creuser. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, vu que la très 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 grande majorité, pour pas dire tout le monde, est comme ça, bah, on se rend pas compte que c'est possible et c'est pour ça du coup que les gens comme toi, les gens qui arrivent à prendre du recul par rapport à ça passent pour des ovnis parce que du coup c'est une minorité, donc c'est clair. Bien sûr. Mais ce qui est dramatique, c'est que c'est devenu presque la norme d'être mal. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. On est quand même le premier pays consommateur d'antidépresseurs en Europe. Il y a peut-être un moment donné, il va peut-être falloir se poser les bonnes questions. C'est vrai, c'est pas faux. C'est clair. Ouais. C'est clair. Ouais. Bah, écoute, Audrey, je te remercie d'avoir répondu à ces questions. Avec grand plaisir. C'était vraiment super intéressant. J'ai pu j'allais dire surtout la dernière partie, mais après voilà, je voulais garder quand même une trame sportive et nutritionnelle. Donc en tout cas, ouais, vraiment merci pour toutes ces réponses. Et puis je te dis peut-être à la prochaine pour une future vidéo, pour des nouveaux sujets. Ça peut être cool. Et ben quand tu veux, ça marche. Super, je te remercie.